du coup je vous reprends pour ouvrir ce book haul book mail. J'avais dit que je craquerais moins parce qu'au mois d'avril c'était un peu chaotique. Je pense que si vous avez vu mon book haul, vous avez vu que j'ai un peu craqué. Mais je sais pas, en ce moment j'arrive pas à me restreindre et je m'en veux. Voilà, je m'en veux après coup, mais après je me dis, bon bah en même temps c'est la vie, hein. Quand on a envie, on a envie, il faut pas s'empêcher de faire ce qui nous fait plaisir. Donc j'ai acheté pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 romans pour le mois de mai. En sachant que normalement j'ai des livres qui arrivent bientôt. Je sais pas, j'ai l'impression de culpabiliser moi-même, mais en même temps je me dis bah j'avais envie, donc voilà. Donc le premier c'est Cathy de Michael McDowell. Donc attendez, je vais enlever le bandeau. Alors j'ai jamais lu de roman de la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, mais j'en entends que du bien, notamment. Bon, après il y a la fameuse saga de comment s'appelle-t-elle déjà, Anne de Green Gables, donc les très belles éditions reliées. Vous avez Zephyr Alabama, et puis vous avez les Michael McDowell, donc avec la saga Blackwater, je crois qu'il y a 6 tomes. Il y a Les Aiguilles d'Or qui est sorti, et Cathy qui est très très beau. Il est très 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 beau au niveau travail éditorial là. Et il est quand même très gros. Il fait 450 pages. Alors d'habitude, je lis pas ce genre de roman. Déjà, je trouve que la couverture fait très sanglante. Enfin voilà. Et en plus, j'ai lu le résumé. Ça a l'air vraiment barré. Ça a l'air vraiment sanglant et en plus très axé sur la psychologie. Donc c'est vraiment pas un roman dont j'ai des thèmes que j'ai l'habitude de lire. Mais vraiment, j'ai vu que des coups de cœur, et en plus, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, il me le faut. Donc voilà, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Je sais pas quand est-ce que je vais lire. Je pense pas attendre la période automnale, parce qu'il me fait vraiment très envie, mais j'avoue que j'appréhende, parce que Michael McDowell, je sais qu'il a cette tendance un peu à créer des univers un peu sombres et un peu lugubres et un peu dérangeants. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais lire, mais il me fait très très envie. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Ensuite, là, on va basculer. Je me suis pris Better Than the Movies de Lynn Painter, donc là en VO. Alors, je sais qu'il vient de sortir en français, notamment avec le page avec les fleurs, là, mais j'avoue que les romances comme ça, je préfère les lire dans la langue originale, en sachant que c'est très court et que ça va se lire très très vite. Il fait combien de pages celui-ci? Il fait 350 pages, mais voilà, ça va se lire assez vite. J'ai vu beaucoup de bons avis, que ce soit dans la sphère anglophone ou dans la sphère francophone, depuis sa sortie là chez Comet. Comet, c'est un label de je ne sais plus quelle maison d'édition. Et donc voilà, apparemment c'est vraiment tout ce qu'on aime en termes de rom-com. Vous avez là des scènes un peu typiques des films de romance, de films de romance. Donc voilà, j'ai hâte, parce que je pense que pour l'été, là on est au mois de mai, je pense que pour l'été ça va être une lecture assez doudou. Ensuite, je me suis pris, alors là c'est suite aux avis de Marine, donc Rebel University de Alfreda Enoui et Alicia Garnier chez Hugo Roman. Alors vous savez très bien que je ne lis pas de romance, quasiment pas en tout cas, et encore moins de cette maison d'édition. Mais elle m'en a tellement bien parlé en me disant que qu'on abordait des thèmes assez compliqués, que les personnages étaient hyper attachants, que c'était drôle, etc., que je me suis dit que j'allais tenter. Alors il y a 4 tomes, donc a priori dans chaque tome on suit des couples d'amis en fait à chaque fois, mais toujours avec, comme d'habitude, comme dans les tomes compagnons, où on retrouve les anciens personnages. Mais voilà, on suit à chaque fois un couple différent. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter. Si j'aime pas, bah c'est pas grave, hein, je le revendrai. Celui-ci je l'ai acheté d'occasion, mais si jamais ça me plaît, bah, pourquoi pas continuer. Pareil, je me suis dit que pour l'été, alors comme je vous disais, je crois que dans ma vidéo précédente point lecture, je vous demandais des recommandations pour l'été, parce que je pense que cet été j'aurai beaucoup moins de temps et beaucoup moins l'esprit à lire, donc il me faudra des lectures un peu plus faciles, j'ai envie de dire, que des gros pavés de fantasy, même si là vous allez voir que j'ai acheté aussi des pavés, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis pris le premier tome de la saga Le Lys de Feu, donc là c'est La prophétesse de Jacqueline Benson, donc chez les éditions Rivka, pardon. Donc ce sont des reliés. Bon, après je crois que là c'est assez classique. Mais voilà, je trouve que pour le prix, c'est 18 €, je crois, c'est chez Rivka. Et cette série, ça fait un moment qu'elle est sortie parce qu'elle est finie. Et elle a été. Là, je crois que le 4e tome est sorti, donc
elle date un peu, mais je sais pas pourquoi, mais je suis tombée sur une chronique la dernière fois de la saga, et ça m'a tellement donné envie. De base, ça me donnait envie parce que c'est une série, en fait, ça se passe, c'est très original, parce que ça se passe à Londres, ça commence en 1914. Et j'avoue que dans les romans hors historique, en fait, juste des romans historiques, je ne lis pas trop de romans où ça se passe à ce moment-là enfin, à cette période-là, en fait, tout simplement. Donc ça m'avait intriguée, et puis j'avais vu cette chronique, en fait, qui m'avait totalement happée, et qui m'a vraiment donné envie, comme quoi, vraiment, les réseaux sociaux aussi, ça influence vachement nos choix. Parce que cette série, je l'avais vue passer, en fait, parce que moi, j'ai lu Gods of Men de cette maison d'édition que j'ai adoré. Il faut d'ailleurs que je lise le tome 3. Mais le tome 3, en fait, pour la petite anecdote, je l'avais, mais ma chaîne me l'a bouffé. Donc voilà, il faut que je le rachète. Et bon, après, je l'ai en liseuse, mais je peux quand même l'avoir en physique parce que j'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes. Et du coup, je connaissais cette saga de base, enfin, j'avais lu les résumés, etc., mais ça ne m'avait pas plus attiré que ça. Et là, cette chronique m'a fait un peu basculer. Donc je l'ai pris, et voilà, on va voir ce que ça donne. Il fait plus de 500 pages. Bon, après, c'est fait un peu gros quand même. Mais voilà, pour vous parler du résumé, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des autres résumés. Bon, pour les romans, je pense qu'il n'y a pas besoin de résumé. Donc là, on est à Londres, hiver 1914. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance, Lord Strangford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de Saint James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot, affronter passé et futur dans un combat contre le destin. Voilà, ça me fait très très envie. Juste pour vous rappeler, parce que du coup, j'ai un peu zappé le résumé de celui-ci. Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie, désormais aux mains d'une famille de crapus sans pitié, les Slape, elle se précipite à la rescousse, mais le temps presse car Cathy Slape, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit car personne n'échappe à Cathy la Furie. Donc voilà, elle se travaille avec un marteau, donc ça va être chouette. Ensuite, et là c'est sur les recommandations de Lucie, donc de la chaîne Lucie a lu Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow chez, je sais plus c'est quoi la maison d'édition, parce que là ça doit être un label. Hachette, donc le rayon imaginaire chez Hachette. J'avais eu, du coup, je crois qu'elle avait eu en lecture commune avec Pénélope de la chaîne Plop, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos. C'est un beau pavé, et de base, je l'avais vu passer, mais je sais pas, voilà, des fois, vous passez à côté, et puis il fait plus de 600 pages. Et là, elles l'ont lu en lecture commune, je crois, peut-être début 2024. Et voilà, m'ont donné envie tout simplement. Voilà, comme un peu pour le lys de feu. De base, quand j'avais le résumé, ça me tentait un peu, mais voilà, c'était pas ma priorité. Et quand vous voyez des chroniques qui sont très enthousiastes, vous avez envie de les lire. Et donc, voilà, donc ça, c'est le rayon imaginaire, cette collection. C'est souvent des couvertures assez sobres comme ça, donc avec du blanc et voilà, des petits motifs. Mais voilà, je sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. Et donc là, le résumé fait 1 kilomètre. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers, les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître: la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3. Bon, je ne vais pas lire le reste, mais voilà, apparemment c'est assez poétique. Ça parle de sorcellerie, voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Pareil, je ne sais pas quand est-ce que je vais lire, mais au moins je l'ai dans ma pile à lire. Ensuite, je me suis pris Fall Hop Huntsman de Chloé Gong. Donc, si vous avez suivi peut-être mes vlogs ou sur Instagram, j'ai lu du coup au mois d'avril le premier tome de cette duologie, qui est la duologie qui suit la duologie des Violent Delights. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Qui est sorti d'ailleurs chez Le Sexus, et donc là c'est le tome 2 de la deuxième duologie qui suit Rosalinde, un personnage qu'on suit et qu'on découvre en fait dans la première duologie, mais qui est un personnage secondaire. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai adoré le premier tome où j'ai mis 5 étoiles, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai quand même mis 5 étoiles parce que c'était hyper addictif comme pour des Violent Delights que j'ai adoré.
Et donc là, j'ai juste hâte de continuer. Donc en fait, Rosalind est espionne et assassin, et elle a le don de ne pas pouvoir mourir. Donc elle ne vieillit pas, mais elle ne dort pas, et elle guérit très vite. Et voilà. Donc elle travaille pour le gouvernement. Et voilà, comme dans la Desert Delights, on va suivre aussi cette histoire entre nationalistes et communistes, parce qu'il y a beaucoup de politique aussi. Et alors là, il y a beaucoup moins de côté imaginaire que dans la première duologie, mais moi, ça me plaît tout autant. Voilà, Chloé Gong, elle a ce don de créer des histoires qui nous happent en fait dès le début. Je suis désolée parce qu'il y avait une bouche. Qui nous happe dès le début et qui fait que en fait on lit ça d'une traite. Donc moi je l'avais bouffé le premier tome, donc là celui-ci j'essaierai de le caser au mois de mai en sachant qu'on est déjà le 18, mais j'aimerais bien le lire comme ça. Je lirai aussi le recueil de nouvelles, il y a 3 nouvelles je crois dans cet univers, et après comme ça je pourrais enfin entamer sa saga Immortal Longings. Donc il est sorti chez Sabran sous le nom de Immortel quelque chose. Bref, je sais plus. Mais voilà, tous les tomes d'une saga. Je ne sais pas si cette fois c'est aussi une duologie ou autre. Mais voilà, comme ça je pourrais enchaîner. Et ensuite, donc là on va être sponsorisé par Saxus. Hein. Mais du coup je me suis pris les 2 premiers tomes de la saga. Du coup, Belladonna. Donc Belladonna, premier tome, Foxglove, le deuxième. De Adaline Grace. Donc ceux-là par contre je les ai achetés en occasion sur Vinted. En général c'est quand je précommande chez Saxus, c'est vraiment des romans que j'ai vraiment envie de lire, comme The Bonne Season, Le Prieuré de l'Oranger ou Nevernight, etc. Je les achète neufs, mais vu que ça ce sont des sagas ce sont des romans qui sont sortis il y a un moment, je me suis dit que j'allais les prendre en occasion. Alors ceux-là j'avais très envie de les lire quand ils sont sortis en VO, et voilà, par concours de circonstances, à chaque fois, je finis par oublier qu'il y avait des sagas dans mes souhaits de lecture. Des sagas ou des romans, même des one-shots. Hein. Et là, en fait, j'ai vu que le 3e tome, donc là, il me semble que c'est un tome compagnon, qui va sortir en VO. J'ai vu je crois que ça s'appelle Wisteria ou un truc comme ça, qui est passé sur les réseaux. Du coup, ça m'a redonné envie. Voilà, comme quoi il faut attendre un petit peu, et ça m'a redonné envie de redécouvrir cette saga, en sachant que c'est un peu quelque chose de gothique, je crois, où en fait la jeune femme a côtoyé la mort qu'elle connaît qui a une relation particulière avec la mort, qui est personnifiée du coup, depuis qu'elle est toute petite, et c'est tout ce que je sais, voilà. Donc je vais juste vous montrer peut-être, je trouve en tout cas la couverture très jolie, je crois que c'est la même que la couverture VO, alors pas le hardback, mais en soi... je trouve que c'est... Après on peut dire tout ce qu'on veut, mais après il faut dire que le travail, je trouve, éditorial est assez bien fait. Je ne sais pas s'il y a une carte, non je pense pas. Donc voilà, vous avez des en-têtes de chapitres comme ceci. Et pour le tome 2, je ne vais pas lire le résumé parce que... Je sais pas si on voit très bien. Parce que sinon ça me spoilerait. Voilà, je trouve que le travail éditorial est très beau. D'ailleurs, cette couverture-là me fait penser peut-être à la version Fairyloot. Je crois que c'est Fairyloot ou Lumicrate. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte. Pareil, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je ne sais jamais. Sauf, je pense que ma priorité, là, ça va être Cathy. Et après, les romances, du coup, cet été. Parce que comme je vous disais, je vais avoir beaucoup moins de temps pour des raisons personnelles. Et beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie. Je vais être fatiguée. Je vais... déjà là en ce moment ça commence déjà, je fais des siestes, c'est quand je suis rentrée du travail mercredi et je me suis étalée, je me suis endormie jusqu'à 20h, voilà. Donc ça va être compliqué, donc je vais peut-être essayer de faire moitié-moitié, donc des moitié fantasy, science-fiction, etc. et moitié roman assez léger, ce que je ne fais pas d'habitude. Je lis 1 ou 2 romans légers par mois et puis le reste, voilà, c'était la SFFF. Et le dernier pour cette session, c'est Divine Rivalité, donc de Rebecca Ross chez Saxus. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore Rebecca Ross, que je la lis en VO. Donc j'ai lu la duologie The Queen's Rising, donc ce qui contient le tome The Queen's Rising et The Queen's Resistance, que j'ai adoré. Voilà, cette duologie, j'ai eu un coup de cœur pour les 2 tomes. Je l'ai découvert, je crois, en 2000. Je sais que c'était pour la période Covid, mais je ne sais pas si c'était le début ou fin Covid, je ne sais plus. Mais j'avais dévoré les 2 tomes. Ensuite, j'ai découvert un one-shot young adult qui s'appelle Sisters of Sword and Song, qui suit 2 sœurs, en fait, une qui est plutôt dans l'armée et une qui est plutôt
enfin une qui est dans l'armée, je sais pas qui est plutôt, et une qui est plus dans tout ce qui est art, musique, etc. Et en fait, du coup, la grande sœur va être jugée pour trahison. Et en fait, du coup, sa sœur veut... Enfin, elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'elle est innocente, et donc elle va essayer de prouver son innocence. Et forcément, vu qu'elle n'est pas dans le milieu, au début, ça va être compliqué. Et que j'avais bien aimé, voilà, je crois que j'avais mis 4 étoiles, c'était pas non plus un coup de cœur. Et j'ai lu récemment Dreams Lie Beneath, toujours de Rebecca Ross. Donc là où en fait on suit une jeune apprentie qui suit son père qui est lui gardien. Et en fait ils vivent dans une cité avec une malédiction. Et donc à chaque nouvelle lune, les cauchemars deviennent réalité. Et donc eux, leur boulot, c'est de recenser tous les cauchemars. En fait, dès qu'il y a un cauchemar, ils vont recueillir le cauchemar, donc le récit auprès de la personne qui l'a fait. Et comme ça, ils peuvent se préparer pour la pleine lune, pendant la nouvelle lune, pardon, pour contrer, parce qu'eux, ils possèdent de la magie pour contrer ce cauchemar et du coup le détruire. Parce que quand vous savez à l'avance ce qui va se passer, c'est plus facile. Voilà. Donc ça part comme ça, puis forcément ça va un peu dériver. Mais j'avais adoré, je crois que j'ai mis 5 étoiles. Là, c'était pas forcément non plus un coup de cœur, je pense, mais j'ai quand même mis 5 étoiles. Et forcément, ça, sa dernière... Alors, il y a une autre duologie qui s'appelle... le premier tome, c'est A River Enchanted, et le deuxième tome, c'est... je sais plus. Que j'ai prévu de lire, du coup. Et j'avais prévu de lire celui-ci en VO de base, après avoir lu la duologie dont je viens de vous parler. Mais... voilà, j'ai craqué. Voilà, là, c'est l'une des rares fois où je précommande. Mais parce que voilà, la hype, même si j'essayais de me dire, mais j'ai toujours lu en VO, je vais lire en VO, j'ai fini par craquer parce que la version, elle est vraiment très très belle. Alors, je ne l'ai pas ouvert parce que moi j'ouvre, quand c'est sous blister, j'ouvre qu'au moment où je le lis, ne sait-on jamais. Et voilà, j'ai craqué, je suis faible, mais voilà, finalement, enfin, je vais peut-être le lire en VO, mais du coup, j'aurai aussi la version en français, mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup Rebecca Ross, bien avant qu'il y ait toute la hype pour Divine. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'en fait, elle soit connue pour sa dernière saga, notamment Divine Rivalité, quand il est sorti avant la sortie du tome 2, mais qu'elle n'ait pas été connue en fait pour ses premiers romans, notamment sa première duologie que j'ai adorée. Donc voilà, j'ai commandé d'autres livres, c'est pas des précommandes, je crois que les restes c'est de l'occasion aussi. Alors là, à part Cathy et Divine Rivalité, je crois que c'est que de l'occasion, donc ça va. Mais là, pour le reste qui va arriver, je crois que c'est que de l'occasion, donc ça va aller aussi. Je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 à arriver, donc ce bouquin sera peut-être moins conséquent que celui d'avril. Mais là, je trouve que j'ai déjà quand même pas mal craqué. Donc, je vous reprends du coup quand je recevrai les prochains livres. Hello, je vous reviens pour vous montrer le reste de mon book haul. Je crois que ça sera la dernière fois parce qu'on est le 25 mai et normalement, je n'ai pas acheté d'autres livres. J'allais dire que j'étais raisonnable, mais non, parce que quand vous allez voir la petite pile là, voilà, j'ai pas été très raisonnable. Mais bon, je pense que maintenant, quand on est lecteur, on n'est plus très raisonnable au niveau des livres. Alors, la plupart sont des livres... d'occasion, sauf 2, donc sauf celui-ci que je vais vous montrer qui était une précommande et celui de Broken Binding aussi qui est une précommande, donc 2 livres neufs, mais sinon tout le reste est d'occasion, donc on va dire que j'essaye de me rassurer à ce niveau-là. Alors du coup, le premier c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, d'Heather Fawcett, donc chez Sabran. J'ai eu un peu du mal à lire parce qu'en fait d'habitude je le vois pas beaucoup passer chez les anglophones, du coup j'allais lire en anglais. Le deuxième tome est sorti en VO si je dis pas de bêtises, et donc je pense qu'il va pas tarder à sortir là, parce que celui-ci est sorti l'année dernière en VO et il est sorti cette année ou fin d'année dernière, je ne sais plus. Ça doit être non, février 2024. Donc voilà, donc là vous avez beaucoup passé, c'est une sorte de cozy fantasy où vous avez, comment s'appelle-t-elle déjà? Bah oui, Emily Wilde, qui va en fait faire des recherches universitaires sur les fae, et puis il y a son rival Wendell Bumblebee qui va l'aider qui est venu l'aider dans ses recherches, mais apparemment il met un peu la pagaille dans sa vie. Donc voilà, c'est de la cozy fantasy, apparemment donc sans grands enjeux non plus.
Apparemment, c'est tout mignon, voilà, ça me donne très envie. C'est vrai que la couverture fait plutôt automnale, mais voilà, là j'avais envie de l'acheter, je l'ai pris d'occasion parce que je l'ai trouvé sur Vinted. Mais de base, c'est vrai que je voulais prendre la version en VO, mais pas avec cette couverture, celle avec couverture verte foncée. Mais bon, voilà, là je l'ai trouvé en occasion en français, donc je me suis dit que j'allais le lire en français, et je trouve que, bon, voilà, on va pas trop parler des couvertures, mais voilà, elles sont très très belles. Ça ne fait pas tout, mais ça joue quand même. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu court, je pensais qu'il fait même pas 400 pages. Par contre, les en-têtes de chapitre sont très très beaux, je trouve. Donc voilà, bon, je vous en parle quand je l'ai lu. Après, j'ai pris aussi celui-ci qui est Les Chroniques de Castellane. Le premier tome, c'est le Parlam de Cassandra Clare. Chez De Saxus. Alors, il est sous blister, mais en fait, je l'ai pris en occasion sur Vinted. Je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui le vendait. Du coup, moins cher. Mais il est toujours sous blister, donc je sais pas, peut-être que c'est elle l'a eu en double, je ne sais pas trop. Et Cassandra Clare, j'avais déjà lu les 3 premiers tomes de sa saga sur les Shadowhunters. Je sais pas comment s'appelle cette saga déjà, parce que moi je l'ai lu en anglais, non, et en français, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'avais lu les premiers. En fait, je crois que la première série, la série principale, compte 6 tomes. Et après, je crois que vous avez 2 trilogies. Enfin, c'est un monde très, très étendu, enfin, une série très étendue. J'avais lu que les 3 premiers tomes de la saga. Et j'avoue que j'avais bien aimé le premier, le deuxième, c'est pareil, c'est pour ça que j'avais continué. Mais j'avoue qu'après, avec le troisième, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop redondant, un peu trop jeunesse peut-être, je ne sais pas trop. Mais voilà, et puis après quand j'ai vu qu'il y avait je ne sais combien d'autres trilogies après, je me suis dit bon, je vais arrêter là. Et par contre celle-ci me faisait envie parce que c'est vraiment de la fantaisie là pour le coup, parce que l'autre c'était plus du fantastique, parce que c'était dans le monde d'aujourd'hui où vous avez des chasseurs de démons. Et là en fait on va suivre du coup, je crois, 2 frères, si je dis pas de non, non, il le considère comme son frère, mais en fait vous avez un prince et le Parlam qui est la doublure du prince héritier, et en gros qui va mourir, enfin qui peut mourir pour lui en fait. Et on va suivre aussi Lynn qui fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Voilà, j'imagine qu'ils vont tous se croiser à un moment donné. Je suis désolée parce que je plisse un peu les yeux, mais en fait il y a vachement de soleil, ça ne se voit peut-être pas à la caméra. Mais on a un gros ciel bleu. Alors je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que du coup, en fait je suis juste devant la fenêtre, du coup ça m'éblouit un petit peu. Et voilà, donc, ça me tentait pas mal. Je l'avais vu d'abord passer, enfin, parce que je suis plus de chaînes anglophones que de francophones, et je l'avais vu d'abord passer sur les chaînes anglophones, et il me faisait déjà très envie. Et puis, faut dire que la couverture est très belle, hein, aussi le jaspage. Alors, à l'intérieur, je me souviens plus comment c'est, mais bon, c'est pas trop pour l'intérieur que je l'ai pris non plus, c'était plus pour l'histoire. Ensuite, je me suis précommandée, alors moi, je sais pas si vous me suivez depuis un moment, je précommande toutes les sortie de cette maison d'édition. Donc là, c'est le dernier quart avant l'aurore d'Aurélie Lauret chez les éditions Hurlevent. Donc qui est une très jeune maison d'édition et qui fait que des livres reliés comme ça. Donc très beau. Et en général, quand vous précommandez, vous avez le pack, vous avez le marque-page assorti et souvent une illustration avec. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte. Et bon, des fois, c'est des illustrations de personnages, etc. Ça dépend. Et là, du coup, vous avez une playlist de lecture. Alors, je crois que dans les premiers, il n'y avait pas, mais maintenant, ils mettent de plus en plus ça. Vous avez encore la carte. Des playlists de lecture, en fait, à lire selon les chapitres. Et vous avez les en-têtes de chapitres comme ceci. Je ne sais pas si tous les chapitres sont, les chapitres sont similaires. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu différent, parce que d'habitude, les personnages principaux sont des femmes qui essaient de s'émanciper, etc. Et là, on est en Angleterre en 1865, donc Oscar Tellan, jeune aristocrate sensible, solitaire et mélomane, a seulement 17 ans lorsqu'il perd sa mère. Pour respecter ses dernières volontés, il fait la rencontre de son père, Dimitri Nabokov, capitaine du navire. Donc voilà, c'est vraiment différent des autres publications. J'ai vu aussi, enfin je l'ai dans ma palle, mais Le Serment de l'Angre Brume, je crois, qui est plus un roman de fantaisie, si je dis pas de bêtises, mais plus un peu mystique, avec une forêt, etc. Et là, on est plus sur, j'ai l'impression, sur quelque chose un peu plus... déjà, on suit un personnage masculin. Et on suit peut-être un peu plus un personnage, en fait, qui renoue avec son père et qui peut-être va vivre des aventures, je ne sais pas, sur les mers, et tout en se découvrant lui-même ses origines, etc.
Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, il est très beau comme tous les autres romans. Donc voilà, c'est une précommande, je vais voir peut-être ce que je vais lire. Souvent pour moi, alors je ne sais pas pourquoi, mais les romans qui se passent sur la mer avec les sirènes, les pirates, etc. Pour moi, c'est plus des lectures d'été, donc je vais peut-être attendre cet été, même si on est bientôt en été. Ensuite, je me suis pris Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer, donc chez Charleston. Voilà, si vous me suivez depuis quelques années ou même depuis quelques mois, vous savez que Charleston, c'est une des rares maisons d'édition que je suis assidûment et qui ne publie pas de fantasy ou de science-fiction, enfin des lectures de l'imaginaire. Bien que là, ils viennent de sortir justement le roman d'Amy Harmon, qui est La Première Née, qui est un roman de fantasy, donc ils ont sorti dans une belle édition reliée. Et c'est le premier roman de fantasy qu'ils publient, je crois. Parce que Egerman, j'ai déjà lu deux de ses romans, dont un avait un peu un soupçon de fantastique, mais c'était pas vraiment de la fantasy. Et là, c'est vraiment de la fantasy pure. Donc voilà, ils commencent, j'imagine, ils avaient fait un sondage, et j'avais répondu d'ailleurs, ils avaient fait un sondage en fait pour savoir si ça dérangerait le lectorat qu'ils commencent à publier de la fantasy justement. Bref, et donc en fait, dans tout ce qui est historique, contemporain historique, on va dire, voilà, Charleston, c'est une maison d'édition que je suis. J'ai toute une étagère, d'ailleurs ça déborde, de romans de Charleston. Et voilà, pour moi, c'est une valeur sûre au niveau historique, au niveau féminisme, au niveau voilà, un peu tout ça. Et j'ai lu récemment, du coup, le Lilas de Refleurie qui a pris un hiver rigoureux, de Martha Olkiewicz, qui parle du coup de la guerre, des camps de concentration, etc., qui était très dur. Je vous en ai parlé dans mon précédent vlog, je crois, ou celui d'avant. Et alors, c'est pas que j'aime cette période. Moi, les films de guerre, j'essaie d'éviter, tout comme les romans, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant à suivre, surtout que j'avais vu que l'autrice avait fait des recherches. Et là, donc, on parle des orphelins de Varsovie. Donc, on est en Pologne en 1942. Donc, Emilia, 13 ans, vit avec ses parents adoptifs à Varsovie. Et ils sont allés forcés de changer d'identité après avoir vu son père mourir sous les balles allemandes. Voilà. Et du coup, la voisine infirmière, elle évacue les enfants juifs du ghetto en secret. Donc, voilà. Là, j'imagine que ça va être plus être... parce que dans l'autre roman dont je vous parlais, ça me parlait des camps de concentration principalement. Et là, j'imagine qu'on va parler plutôt des résistants en fait, qui vont faire sortir des juifs en fait, de l'Allemagne ou de la Pologne. Et voilà, donc je ne vais pas trop en lire de plus. Elles disent que c'est tiré de la véritable histoire de l'infirmière polonaise qui sauva des milliers d'enfants pardon, juifs de la déportation. Un roman sur la force et l'amour qui permet de survivre aux tragédies de l'histoire. Donc je sens que ça va être une lecture un peu encore poignante, mais je pense que ça va être hyper intéressant encore une fois, parce que là, c'est, voilà, comme je vous disais, on n'est pas concentré sur les camps, mais plus sur voilà, ces personnes qui risquent leur vie en fait pour sauver des enfants, et pas que des enfants d'ailleurs, des familles entières juives pour leur éviter justement la déportation. Donc voilà, je sens que ça va être une lecture un peu compliquée, mais voilà, il me tentait vraiment beaucoup, et puis je vous en parle quand je l'ai lu. Ensuite, j'ai l'impression que ça va durer une éternité. J'ai pris Immortality Love Story donc de Dana Schwartz chez Albin Michel. J'ai lu le premier tome qui s'appelle Anatomy Love Story le mois dernier. Non, c'était ce mois-ci, c'était au début du mois de mai. Et voilà, c'est une duologie, donc je me suis dit que j'allais lire le tome 2. Surtout, j'ai beaucoup aimé le premier tome parce qu'on parle pas mal de féminisme. Voilà, c'est une jeune femme qui veut devenir chirurgienne, mais forcément, à l'époque, donc dans les années 1800, c'était pas vraiment la place des femmes. Et du coup, elle va essayer d'étudier en secret et elle va faire appel à Jack qui, lui, en fait, travaille en fait en général pour les universités, etc., pour leur fournir des cadavres. Et du coup, elle va lui demander en secret des cadavres, en fait, justement pour étudier les corps, pour pouvoir passer les examens. Parce que son professeur lui a dit, voilà, elle n'est pas trop acceptée dans les écoles. Et son professeur lui dit, si elle arrive à passer l'examen, il la prend dans son cours. Voilà. Donc, voilà, c'est un roman assez féministe. Et puis, par contre, c'est assez glauque parce que voilà, on va parler de cadavres, ils vont faire des expériences dessus. Et puis, en parallèle, vous avez justement cette disparition de personnes. Donc, une enquête à côté. Donc, forcément, elle va tomber dedans par un concours de circonstances. Et donc, voilà, il y a aussi une enquête dans le premier tome. Donc voilà, je voulais vraiment lire la suite, surtout que voilà, c'est une duologie. Dans le premier tome, ce qui est marrant, c'est que la robe fait penser à un cœur, et là, ça fait penser à un cerveau. Je trouve que les couvertures sont très bien choisies. Donc, il parle de romance gothique délicieusement macabre. Donc, gothique, c'est sûr, macabre aussi. Voilà, effectivement, il y a une romance. Donc, voilà, j'ai hâte de continuer. Je trouve que ça change, surtout ce côté
ce côté chirurgie, science, avec cette femme qui veut tout faire en fait pour rentrer dans un monde, voilà, j'allais dire majoritairement, mais exclusivement masculin. Donc voilà, j'ai hâte de me lire cette suite. Ensuite, un second tome de duologie, c'est Mystic Flown, donc tome 2, La plume d'âme, de Dana B. Chalice chez Gulfstream Éditions. J'ai lu le premier tome mais il y a énormément de temps, peut-être il y a 2 ans, et que j'avais beaucoup aimé, mais j'avoue que je me souviens plus, faudrait peut-être que je lise un résumé spoilant. Et je me suis dit que j'allais lire le tome 2, donc vous avez pareil dans le premier tome, vous avez des illustrations en fait. Je trouve que le travail éditorial est très très bien fait pour ce genre d'ouvrage. Je trouve très très beau. Alors là, j'avoue, je me souviens plus trop, mais je sais qu'on suit en fait une jeune fille qui s'appelle Sage, qui en fait est dans une sorte d'école en fait pour surdoués, donc avec des dons. Et sauf qu'elle, c'est une émotionnelle, je crois, et en fait, elle peut créer des catastrophes en fait avec ses émotions, c'est-à-dire que si elle est triste, en colère, etc., elle n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs et ça peut être dangereux. Donc du coup, elle est mise sous la tutelle d'un des professeurs et il y a un personnage qui arrive, qui va se cacher dans cette école, donc avec le soutien de la directrice, bien sûr. C'est le maître des cartes, en fait, qui est recherché parce que vous avez aussi tout un système de magie avec les cartes. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup penser un peu à Yu-Gi-Oh!, les choses comme ça, parce que vous avez des... Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, du coup, les cartes. Et en fait, il peut faire appel à des créatures, à des choses, pour, du coup, pour des combats, etc. Et lui, il est très recherché parce qu'il a, je crois, des cartes maîtresses, c'est-à-dire là, je crois qu'il a une carte sur la mort et un joker, et, qui sont des cartes très rares, et je crois que d'ailleurs elles sont peut-être uniques, et en fait il est recherché au niveau politique, en fait, dans pas mal de coins de cet univers, pour justement pour... parce qu'en fait, s'ils ont ces cartes-là, ils ont un avantage voilà, politique, parce que ce sont des cartes puissantes. Donc voilà. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un... Ah bah du coup, vous voyez là, enfin je le mets à l'envers, mais là du coup c'est Sage, qui en fait développe ses pouvoirs au fur et à mesure, elle va apprendre à les contrôler bien sûr, même si c'est très difficile. Et voilà, vous avez ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y avait pas de romance en fait dans le premier tome, et qu'il y avait une belle amitié qui s'installait entre les deux personnages principaux. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, le premier tome est plus violet je crois, mais voilà, je trouve que honnêtement les romans de Gulfstream n'ont rien à envier aux autres maisons d'édition qui font pareil, des romans un peu avec une jaquette, etc. Bon, là, c'est pas du hardback, mais voilà, vous avez quand même une jaquette et un livre en dessous. Et voilà, j'ai juste hâte, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très original. Ensuite, avant-dernier, c'est Betty de Tiffany McDaniel, donc... qui a reçu le prix du roman FNAC, prix America du meilleur roman étranger, prix des libraires du Québec, prix des libraires Libre à nous, du meilleur roman étranger. Donc là, moi je vais peut-être enlever le bandeau en fait. C'est un roman qui a été édité chez Galmeister, donc dans la collection Totem. Alors moi je ne sais pas pourquoi, mais j'avoue que je préfère les éditions en poche, donc dans la collection Totem, que les grands formats. Déjà par le côté pratique et moins cher surtout, mais aussi parce que je trouve que les couvertures sont plutôt jolies. Celui-ci, je l'ai acheté suite à l'avis de Lucie, donc de la chaîne Lucie a lu. Et je suis en train de me dire que depuis que j'ai découvert sa chaîne, c'est-à-dire au début de l'année 2024, j'ai déjà acheté 3 romans à cause d'elle. Je vais dire à cause, comme ça je jette la responsabilité sur elle. Mais elle en avait hyper bien parlé en début d'année. Et là d'ailleurs, elle a lu les 2 autres, je crois. Est-ce qu'elle a lu les 2 autres? En tout cas, là récemment, elle a lu le dernier qui est sorti, qui s'appelle Du côté sauvage. Qui parle de 2 sœurs, je crois, qui me tentent énormément, mais je ne sais pas pourquoi. Comme je vous dis, la dernière fois, j'ai un toc. J'aime bien lire dans l'ordre de parution. Et apparemment, il est très dur, très sombre à lire, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de me torturer en ce moment, comme avec Les Orphelins de Varsovie, voilà. Donc là, on va suivre une Betty qui est en 6e de 8 enfants. Sa mère est blanche, son père Cherokee, sa famille vit en marge de la société avec ses frères et sœurs. Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu pour affronter le monde des adultes. Betty découvrira le pouvoir réparateur des beaux. Et apparemment c'est très dur parce qu'on parle pas mal de violence, que ce soit sur les enfants, les femmes. Et donc voilà, apparemment c'est très dur à lire, mais qu'il y a pas mal de dénonciations.
Et on est à presque 700 pages. Une écriture comme ça, mais bon, voilà, ça, je pense que je vais le garder pour quand j'aurai un peu plus de temps cet été. Mais il me tente énormément. Désolée, j'ai été interrompue parce que mon mari venait de rentrer, donc j'ai le dernier roman à vous présenter. Bon, c'est pas une surprise parce que vous avez le titre là. Donc c'est The Broken Binding, je sais pas si vous connaissez. Donc ils font souvent des éditions exclusives et il y a souvent aussi des exemplaires dédicacés, etc. Et souvent, vous recevez un petit paquet cadeau comme ça. Donc en fait, c'est Noël avant l'heure. Je vais vous le montrer, c'est une précommande, donc ça fait peut-être 2 mois que je l'ai commandé. Il est sorti récemment dans une autre version. Je vais vous expliquer une fois que je l'aurai ouvert. Alors c'est Five Broken Blades de Mike Corland. Donc ils nous disent Only one can take the crown. Donc c'est une très très jolie. Alors je pense que la couverture vous dit quelque chose, mais elle est sortie en fait en version classique, j'ai envie de dire non. Vous avez une version classique de base lambda et vous avez une version un peu plus poussée avec un jaspage, etc. et cette couverture mais en rouge qui coûte un peu plus cher, je crois qu'elle coûte à 30 €. Alors, au début moi j'avais mis la version rouge dans ma wishlist, donc celle que vous pouvez commander n'importe où, et après j'ai vu la version de Broken Binding qui est violet et que je préfère parce que rouge en fait ça faisait un peu, je pense que c'est pour rappeler la couleur du sang, mais voilà, je préférais en violet et vous voyez c'est trop beau. Alors, le rouge est tout aussi beau. Je crois que c'est peut-être pas le même jaspage, mais en tout cas, il est tout aussi détaillé et très très beau aussi. Donc là, Let the best liar win. Et donc, je vais vous lire un peu le résumé. Enfin, je vais essayer de vous faire une traduction. C'est la saison pour les trahisons. Le roi de Yusan doit mourir. Les 5 plus dangereux menteurs du royaume ont été mystérieusement appelés pour travailler ensemble. Pour un seul objectif, tuer le roi Dieu, The God King, June, sous son règne sans merci. Les nobles, du coup, ils s'étendent, on va dire ça comme ça, alors que les pauvres et les innocents sont emprisonnés, ruinés et vendus. Et maintenant, chacune de ces 5 lames doit venir pour lui. Donc il y a un hitman, un assassin qui cherche la liberté, ou même un prince banni pour ses crimes cruels. Personne ne peut résister, on va dire, au doux appel de la vengeance. Donc, ils peuvent être d'accord sur le meurtre et sur la trahison, mais pour ces 5 tueurs, chacun c'est très dur à dire, est noyé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans la déception, les mensonges et la trahison, et c'est pas assez pour forger une alliance. Pour survivre, ils vont devoir trouver un moyen de se faire confiance, mais seul un peut prendre la couronne. Donc, let the best liar win. Donc, que le meilleur menteur gagne. Donc, voilà. Il est très très beau. J'adore la couleur violette. Voilà, c'est pas ma couleur préférée, mais j'avoue que là, il est très beau. Je pense que j'essaierai de vous mettre une photo de la couverture en rouge qui est tout aussi belle. Hein. Mais c'est vrai que quand j'ai vu celle-là, c'est vrai que je préfère le violet au rouge. Voilà, c'est peut-être plus une question de goût, mais voilà, je trouve qu'il est très très beau. Il est signé par l'auteur ici, et ce que je vois, c'est une belle signature, c'est pas mal. Bon, après, moi, je suis pas trop signature. Moi, j'aime bien les signatures quand je vais en dédicace pour échanger avec les auteurs. Quand j'achète un livre déjà signé, voilà, c'est pas non plus ce qui m'intéresse, mais voilà. Alors là, il y a des trigger warnings, ça c'est chouette. Donc, ils disent que c'est une aventure de dark fantasy, donc avec des menteurs, des personnages grès, donc grises, des secrets qui peuvent détruire le royaume. Donc cette histoire inclut des éléments qui peuvent ne pas être adaptés à tous les lecteurs. Violence, sang, mort, ça inclut les morts de parents, d'enfants et d'animaux, l'empoisonnement, alcool, activité sexuelle, l'abus d'animaux, sur animaux,
les violences basées sur le genre, les travailleurs du sexe, le suicide, ouais, viols, génocide graphique sont décrits. Voilà, donc si vous êtes, là ils disent si vous êtes sensible à ces événements, il faut voilà, faire attention. Mais voilà, il y a énormément de trigger warning. Alors je sais que c'est de la fantaisie adulte, voilà, c'est tout ce que je sais, enfin pas le résumé que je viens de vous lire, mais j'ai pas encore vu d'avis parce qu'il vient de sortir. Je crois qu'il est sorti là au mois de juin, si je dis pas de bêtises, au mois de mai, pas au mois de juin, au mois de mai. Donc je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup d'avis, mais voilà. Donc là il y a les notes de l'auteur qui parlent du fait qu'en fait il y a pas mal de mythologie coréenne dedans. Donc elle doit être coréenne, j'avoue que le nom ne m'a pas trop parlé, mais elle dit qu'elle s'est inspirée pour ses recherches de mythes, légendes et cultures coréennes. Donc ça m'a l'air hyper intéressant, j'aime beaucoup les têtes de chapitres. Vous avez aussi souvent cet ouvrage là d'un des arbres. Il est très très beau. Alors du coup pour l'autrice, oui, forcément, elle est là. Et ils disent qu'elle est coréenne-américaine, qu'elle est avocate et écrivain, qui est née à Séoul et adoptée à New York. Donc j'ai vraiment hâte, il est tellement beau, j'avoue, j'en reviens pas du jaspage. Je sais pas si on peut bien le voir, mais les détails, j'adore. De toute façon, moi, vous savez que les romans de fantasy d'inspiration asiatique, peu importe, que ce soit japonais, coréen, chinois, j'en lis pas mal et de plus en plus, et j'adore ça. Et c'est pas parce que je suis asiatique, hein, parce que c'est pas non plus les origines. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous ai tout montré, si je dis pas de bêtises. Ça fait encore beaucoup, moins que le mois d'avril, je pense. J'espère. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si certains de ces ouvrages vous disent, ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez pas le courage de mettre un commentaire, si vous pouviez me mettre du coup peut-être un emoji épée, ou poignard, ou tout ce que vous voulez qui a rapport avec les lames, pour la référence à Five Broken Blades. Et puis moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine, du coup pour un nouveau vlog.